Bienvenue à tous, la deuxième partie du 64 minutes avec toujours bien sûr les conséquences du retrait britannique de l'Union européenne. On va commencer tout de même par un rappel des titres. Les Britanniques votent pour un retrait donc de l'Union européenne par 51,9% des voix, un résultat serré qui divise le Royaume-Uni et qui plonge l'Europe dans une crise historique. Les réactions et les commentaires dans cette deuxième partie du 64 minutes. Nous avons été à Londres, à Bruxelles, dans d'autres capitales. Nous vous avons donné les principales réactions et nous vous continuons à vous les donner heure après donc ce vote historique. Un divorce donc après 43 ans de mariage qui provoque une onde de choc planétaire. Et nous venons de voir les premières conséquences financières de ce Brexit avec les principales bourses mondiales en chute libre, surtout les bourses européennes qui ont plongé ce vendredi. Un recul qui varie entre 3 et 12% en une seule séance. Tout de suite donc un grand angle spécial consacré bien sûr à ce divorce annoncé entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Avec nous en plateau Thierry Chopin, bonsoir. Bonsoir. Thierry Chopin, vous êtes enseignant à Sciences Po, spécialiste des enjeux européens. Alors beaucoup de questions évidemment. Malgré les sondages contradictoires de ces derniers jours, cette victoire du Brexit, est-ce qu'elle vous a réellement surpris ? C'est toujours difficile de dire qu'on a pu anticiper un tel événement, mais je crois que je fais partie de ceux, en tout cas, qui considéraient cette option comme une possibilité réelle. Je ne pensais pas que c'était probable, mais je pensais qu'il y avait une vraie possibilité. Avec évidemment des conséquences sur le Royaume-Uni, vous en avez beaucoup parlé, je crois, tout au long de la journée, mais des conséquences évidemment aussi pour l'Union européenne. On va en parler, bien sûr. Mais avant toute chose, je vous propose justement de revoir en images les principales réactions en Grande-Bretagne, en France et dans le reste de l'Europe. Un sujet préparé par Grégory Fontana. Les Britanniques disent non à l'Europe et les premières conséquences sont politiques. Avec la démission annoncée du Premier ministre conservateur David Cameron, il avait promis ce référendum, a fait campagne ces derniers mois pour le maintien de la Grande-Bretagne dans l'Union européenne, mais ne s'attendait sûrement pas à une telle défaite. Et c'est le sulfureux ancien maire de Londres, Boris Johnson, devenu un ardent défenseur du Brexit, qui est d'ores et déjà pressenti pour lui succéder en octobre prochain. Après ce vote pour sortir de l'Union européenne, il est vital d'insister sur le fait qu'il n'y a pas de précipitation à avoir. Et comme l'a dit le Premier ministre, rien ne va changer sur le court terme, si ce n'est que le travail va commencer pour savoir comment nous allons mettre en œuvre la volonté du peuple pour extraire ce pays de ce système supranational. Reste à savoir comment les conservateurs vont entamer les négociations de sortie de l'Union européenne. La tâche est colossale. Si les textes prévoient un délai de 2 ans, il va falloir remettre tous les accords commerciaux à plat. Le Royaume-Uni, à l'instar de la Suisse ou la Norvège, devra choisir d'être plus ou moins intégré à la zone de libre-échange. Bref, pas loin d'une décennie de négociations en perspective. Le Royaume-Uni prend aussi le risque de ne plus l'être tout à fait. L'Écosse se verrait bien indépendante et les catholiques irlandais demandent déjà leur attachement à la République d'Irlande. Face à ce séisme, l'institution européenne se doit de réagir. La future Europe des 27 multiplie les réunions de crise pour tenter de rassurer, rappeler que tout est prévu dans les textes, qu'il ne faut pas agir avec précipitation. C'est une situation sans précédent, mais nous sommes unis dans notre réponse. Nous resterons forts et défendrons les valeurs de l'Union européenne dans la promotion de la paix et le bien-être des Européens. L'Union des 27 États membres va se poursuivre. Le vote britannique redonne aussi des ailes aux eurosceptiques et mouvements populistes en Europe qui demandent l'organisation de référendums populaires dans leur propre pays. Suède, Pays-Bas, Danemark ou bien encore en France. Le peuple britannique a donc apporté aux peuples européens, mais aussi aux peuples du monde entier, une éclatante leçon de démocratie. Le choix de la 5e puissance économique mondiale inquiète au plus haut point les marchés. Les bourses européennes ont ouvert en forte baisse. Tokyo a plongé de plus de 8%. La livre sterling a atteint son plus bas niveau depuis 1985. La Banque d'Angleterre se dit prête à débloquer 250 milliards de livres pour éviter un assèchement des liquidités. Les banques centrales du G7, la Banque centrale européenne et même la Banque centrale américaine annoncent des mesures similaires si nécessaire. Thierry Chopin, pour vous qui connaissez bien le fonctionnement des institutions européennes, quelle pourrait être la réponse européenne dans les prochaines semaines, dans les prochains mois? Ça ne va pas se faire en 2 jours. Je pense qu'effectivement, le point important, c'est de savoir dans quelle mesure les chefs d'État et de gouvernement vont se mettre d'accord et à quelle échéance.
il faut espérer le plus rapidement possible, sur une ligne à tenir vis-à-vis de la nature des relations qu'il souhaite entretenir avec un Royaume-Uni qui souhaite sortir de l'Union européenne. C'est-à-dire qu'il faut d'abord que la Grande-Bretagne, que le Royaume-Uni notifie officiellement le résultat du référendum et donc le début du processus de divorce. Exactement. En fait, suite au référendum, il faut que le Premier ministre, alors la question c'est qui ? Puisque David Cameron a annoncé sa démission, que cette démission vraisemblablement serait effective lors du congrès des conservateurs en octobre prochain. Et donc, c'est à ce moment-là et à ce moment-là seulement que finalement un nouveau Premier ministre serait au 10 Downing Street. Et ce qui voudrait dire que la Grande-Bretagne pourrait attendre octobre ou novembre avant d'officiellement... Alors c'est tout à fait possible. Très difficile évidemment d'être certain à ce stade, mais c'est tout à fait possible effectivement qu'il s'agisse d'attendre jusqu'au mois d'octobre pour que cette demande de retrait, cette demande de sortie soit effectivement officiellement déposée par le gouvernement britannique auprès de ses partenaires européens. Alors on va rejoindre un instant Bruxelles où nous attend Graham Watson. Bonsoir Graham Watson. Bonsoir. Vous êtes un ancien député européen britannique, vous êtes membre de l'Alliance des libéraux et des démocrates. Votre parti est au pouvoir aujourd'hui à Londres dans la coalition avec David Cameron. D'abord une première réaction à ce divorce avec l'Union européenne. Mon parti n'est plus au pouvoir depuis l'élection de l'année dernière, mais mon réaction à ce problème, ça me rappelle beaucoup la situation en France en 2007, quand je suis venu faire du tractage en faveur de la Constitution européenne à l'époque, que vous avez rejeté avec 51 contre 49%. Les Français n'étaient pas vraiment décidé à cette époque et l'Angleterre n'est pas encore décidée, à mon avis, aujourd'hui. Pourquoi je le dis? Je le dis parce que ce n'était pas 52 contre 48 sur tout le pays. C'était, dans certaines parties du pays, 70 contre 30 ou 70 contre 30 pour quitter l'Europe et dans d'autres parties du pays, 70 contre 30 pour rester au sein de l'Europe. Donc, ce qui s'est déclenché en Grande-Bretagne, c'est un désastre politique. Il faut que le gouvernement le résout. Je ne sais pas si le Parti conservateur en est capable ou en sera capable, et ça ne m'étonnerait pas qu'on aille aux urnes d'ici très peu pour élire un nouveau gouvernement avec un nouveau Parlement. Un nouveau gouvernement qui pourrait remettre en question les résultats de ce référendum ? Oui, parce que ce que nous avons en ce moment, c'est la volonté du peuple exprimée pour quitter l'Union européenne. Mais dans la Chambre des communes, nous avons les 2/3 des députés qui sont contre quitter l'Union européenne. Donc, le Parlement ne reflète plus la volonté du peuple. Dans ce cas-là, la seule chose qu'on puisse vraiment faire, c'est d'aller aux urnes et élire un nouveau gouvernement. Et ce sera à ce gouvernement-là de décider quoi faire, si ou non invoquer l'article 50 du traité. Ce référendum, juridiquement, il n'est pas contraignant. Il est seulement un conseil au Parlement. C'est très important, c'est très important ce que vous dites. Ce qui veut dire qu'éventuellement, le vote des Britanniques pourrait ne pas être suivi des faits. Ça vous semble politiquement réaliste ? Non, ça me semble politiquement très, très, très difficile, mais n'est pas impossible. Et si une deuxième élection nationale ne produit pas un gouvernement et un parlement en faveur de quitter l'Union européenne, alors à ce point-là, je considère que le nouveau parlement pourrait décider de ne pas invoquer, mais de rester au sein de l'Union. Difficile, mais en même temps, l'indécision qui a été démontrée hier soir dans le vote n'est peut-être pas finale. Graham Watson, est-ce que vous êtes inquiet, on l'a entendu entre les lignes, est-ce que vous êtes inquiet pour l'avenir, pour l'unité même de votre pays, du Royaume-Uni ? Je suis très inquiet pour l'unité de mon pays, car je suis sûr que si la Grande-Bretagne sort de l'Union européenne, il y aura de nouveau, d'ici 4-5 ans, un référendum en Écosse en faveur, cette fois, de l'indépendance, et l'Écosse plaidera pour rejoindre l'Union européenne. En Irlande du Nord, on ne sait pas, mais on pourrait trouver une réunification possible de l'Irlande. Au Gibraltar, où ils ont voté 96% pour rester au sein de l'Union, car ils sont en toute connaissance de cause, étant des voisins très proches avec l'Espagne.
la situation est tout à fait autre. Donc, je considère que nous avons une crise politique très profonde et il faut que la Grande-Bretagne règle cette crise avant de pouvoir vraiment donner une réponse aux partenaires européens. Un dernier mot, Graham Watson. Vous vous sentez ce soir plus britannique ou plus européen ? Moi, je suis écossais, je suis britannique, je suis européen, je suis citoyen du monde. Ça ne me crée pas de problème. Malheureusement, pour maintes de mes compatriotes, ça cause des problèmes. Merci beaucoup, Graham Watson, d'être avec nous, d'avoir été avec nous donc en duplex depuis Bruxelles. Merci beaucoup. Thierry Chopin, avant de retourner à Londres, le résultat de ce référendum, on peut dire que malgré tout, il pose la question de la survie de l'Union européenne. Est-ce qu'il y va de la survie de l'Union européenne ? Moi, je ne le pense pas. Pour être très clair, je pense qu'il y va davantage de la survie du Royaume-Uni, comme vient de le dire Graham Watson, de l'Union européenne. Non, je pense que cette Union européenne va survivre en fait à cette épreuve. Même si ça peut donner des idées à d'autres pays, oui, on en a beaucoup parlé. Effectivement, et on voit l'instrumentalisation qui est faite de ce référendum dans différents pays, en France notamment, mais aussi aux Pays-Bas ou encore dans d'autres pays. En Pologne aussi. C'est nature à doper effectivement les discours europhobes favorables à l'organisation de référendums, disons évidemment allant dans le sens d'une sortie de tel ou tel pays de l'Union européenne. Je pense quand même que les cas britanniques et français, pour prendre cet exemple-là, sont quand même très différents. C'est-à-dire qu'il y a quand même eu un euroscepticisme dès le départ au Royaume-Uni très fort, qui s'est aggravé, qui s'est amplifié. Il y a un euroscepticisme qui croît en France, il ne faut pas le méconnaître. Donc vous ne croyez pas, par exemple, à l'organisation d'un référendum sur cette question en France ? On ne peut jamais dire qu'il n'y aura pas de référendum organisé. Maintenant, je ne sais pas dans quelle mesure les Français décideraient de sortir. Les enquêtes d'opinion que l'on a en fait aujourd'hui, comme le cas britannique vient de nous le montrer, il faut toujours se méfier des enquêtes d'opinion. Simplement, celles que l'on a en France sont visiblement plus fiables que celles dont on dispose au Royaume-Uni. Et quand on regarde ces enquêtes d'opinion, il n'y a pas de majorité en France aujourd'hui, en tout cas, pour sortir de l'Union européenne. Alors, on va faire un tour à Londres où on va retrouver Dominic Grieve. Est-ce que vous m'entendez, Dominic Grieve ? Oui, Alors, vous êtes avec nous par téléphone, vous êtes un député conservateur, c'est le parti du Premier ministre David Cameron. Alors, le résultat de ce référendum, Dominic Grieve, c'est un désaveu politique cinglant pour David Cameron qui a voulu ce référendum. Oui, c'est un désaveu et il n'a pas réussi à sa tâche et c'est la raison pour laquelle il a donné sa démission. Il voulait que le Royaume-Uni reste dans l'Union européenne. Il voulait des réformes dans l'Union européenne, il avait négocié des changements au traité. Il était satisfait que c'était dans notre intérêt national d'y rester. Il n'a pas réussi à convaincre le public et une majorité de l'électorat. Alors Graham Watson, qu'on a entendu il y a quelques instants, qui est en duplex avec nous depuis Bruxelles, disait que peut-être le résultat de ce référendum pourrait ne pas être suivi des faits, éventuellement être contredit par un nouveau Parlement britannique après des élections législatives. Est-ce que vous pensez que ce scénario-là pourrait arriver en Grande-Bretagne et que ce serait vraiment une énorme surprise politique ? Il est très difficile de savoir exactement ce qui va se passer. Nous sommes sûrement dans une période de crise politique et peut-être économique. Ça dépend la durée des problèmes que nous avons en ce moment et c'est le résultat direct du référendum. Mais il est difficile de se dire si le Parlement va s'arrêter. Nous avons un Parlement à quinquennat fixe, sauf si le gouvernement perd un vote de confiance. Et en ce moment, la seule façon dont on pourrait faire ça, s'il y avait une révolte au sein du Parti conservateur, où les travaillistes réussissaient à attirer des rebelles conservateurs. Je ne vois pas ça en ce moment. Il ne faut pas oublier que le Parti travailliste est dans un pire état après ce référendum, qui a été décidé en effet principalement par les électeurs soutenait traditionnellement le Parti travailliste dans les villes industrielles du nord de l'Angleterre, ne votant pas pour suivre
le désir du leader du Parti travailliste. Dominique Rive, vous avez parlé il y a un instant des conséquences économiques. Est-ce que vous pensez vraiment que le rejet de l'Europe par les Britanniques aura des conséquences sur la croissance britannique, sur l'emploi en Grande-Bretagne, sur le chômage, donc des vraies conséquences pour le quotidien de beaucoup de Britanniques? Écoutez, c'est très difficile de le savoir. À mon avis, il y a des risques. Le risque principal, c'est que nous avons bénéficié d'investissements de 24 milliards de livres sterling l'année dernière. Ces investissements viennent au Royaume-Uni, non seulement parce que les sociétés internationales qui la font viennent ici pour faire un commerce avec le Royaume-Uni, mais pour la certitude de pouvoir faire un commerce avec le marché commun. Mmh. Maintenant, s'il y a un risque que le Royaume-Uni n'a plus d'accès au marché commun, qu'allons-nous donc faire à ce moment-là et que feront-ils? Est-ce que cet investissement s'arrêtera? À mon avis, c'est un risque concret. Il est très difficile de savoir exactement ce qui va se passer. Mais si le niveau d'investissement diminue, ça pourrait certainement produire une récession économique, réduire les avoirs de l'État, puisque la fiscalité va diminuer, le revenu va diminuer, et ça, bien sûr, ça pourrait avoir un effet très direct sur l'électorat. Merci beaucoup Dominique Rive d'avoir été en direct avec nous depuis Londres. Merci beaucoup. J'en reviens à vous Thierry Chopin en plateau. Que peut faire l'Europe? Quelle réponse peut être celle de l'Europe? On a beaucoup parlé ces dernières années d'une avancée fédérale. Est-ce que vous voyez l'intégration européenne s'accélérer dans les prochaines années, qui sera en fait la réponse, peut-être avec d'ailleurs un noyau dur de quelques pays, peut-être pas tous les pays, même de la zone euro. Quel est votre schéma institutionnel pour les prochaines années? C'est une question très large, mais j'aimerais presque faire une réponse en deux temps, si je peux développer un tout petit peu ce point, parce que je pense que dans ce référendum, évidemment, on focalise beaucoup sur l'Union européenne à juste titre. Il portait sur le maintien ou la sortie, mais je crois qu'il faudra analyser quand même finement les raisons de ce vote. Et ça me frappe beaucoup quand même quand on regarde la carte électorale britannique. On voit que l'Écosse a voté pour le maintien, que l'Irlande du Nord a voté pour le maintien, que l'Angleterre a voté pour la sortie, à l'exception de Londres et de quelques villes au nord du type Manchester. Donc, je suis convaincu qu'il y a des raisons nationales en fait derrière ce vote. Ouais. Et que c'est quand même une onde de choc mondiale. C'est quand même pour la première fois un pays qui quitte l'Union européenne. Alors, c'est pas anodin. C'est pas du tout anodin, mais je pense qu'il faut quand même qu'on regarde les raisons nationales aussi. Et ces raisons nationales, on les trouve aussi dans d'autres pays où l'euroscepticisme monte et où la question européenne amplifie, à mon avis, un certain nombre de problèmes nationaux et domestiques. Alors, une fois qu'on a dit ça, effectivement, ce n'est pas pour dédouaner l'Union européenne des difficultés qui sont les siennes. Et aujourd'hui, on voit bien que finalement, l'Union européenne, qu'est-ce que c'est? C'est finalement un ensemble d'États, nations souverains qui ont décidé librement et volontairement, il faut quand même toujours le dire, de s'associer dans une union plus large à des fins de pacification, de réconciliation et de prospérité. Ce programme, il a été réalisé, au moins sur le plan de la prospérité, jusqu'à la crise financière de 2009. Donc il faut quand même rappeler ces acquis. Maintenant, ces difficultés, c'est quoi? Quelles sont-elles? Ces difficultés, c'est que cette Union européenne, elle est confrontée à un certain nombre de chocs de première importance. D'abord la crise de la zone euro, qu'on a réussi finalement à surmonter. Rappelez-vous du discours en 2011 sur le risque de fragmentation, voire de dislocation. Le discours des Cassandres était déjà très fort, en fait, à l'époque. On a réussi à surmonter cette crise. Et puis, deux nouveaux chocs, finalement. La crise des réfugiés, des attentats terroristes. Et on voit bien qu'effectivement, sur ces sujets-là, eh bien, l'Union européenne est assez dépourvue parce qu'elle ne dispose pas de prérogatives, de compétences, même en co-gestion avec les États, pour gérer ça. À vous entendre, on a l'impression que l'Europe ne devrait rien changer? Ah si, complètement. Précisément parce qu'elle n'arrive pas à surmonter en fait ces crises de type, encore une fois, crise des réfugiés, contrôle des frontières extérieures, ces sujets absolument fondamentaux pour la protection des citoyens. Bien sûr que là, l'Europe doit se réformer. La fiscalité, l'Europe sociale. Absolument. Et donc, l'Union européenne, effectivement, doit se recentrer sur un certain nombre de compétences clés. Il faut appliquer le principe de subsidiarité, arrêter peut-être d'entrer dans le détail de certaines choses et se concentrer sur des sujets c'est-à-dire faire mieux au niveau européen, au niveau national, ce qu'on ne peut pas faire au
niveau européen, ou l'inverse, faire mieux au niveau européen ce qu'on ne peut plus faire au niveau national. Et en l'espèce, les sujets dont on parle, que ce soit des sujets migratoires, que ce soit les sujets d'antiterrorisme, on voit bien que ce sont des sujets qui sont transnationaux. Merci Thierry Chopin, on aurait pu encore en parler longtemps, mais on va rester là. Merci en tout cas d'être venu sur le plateau du 64 minutes pour nous expliquer les enjeux et les conséquences du Brexit. Merci beaucoup.